Bonjour, moi c'est Émilie et je m'intéresse à la modélisation 3D. Et pour ça, j'utilise à la fois des mathématiques et de l'informatique. Bonjour, je suis Émilie, je suis statisticienne et j'ai hâte de vous parler de Gauss. Bonjour, je m'appelle Rémi et je suis topologue algébriste. J'étudie les objets comme s'ils étaient en caoutchouc très élastiques. Bonjour, je suis Kumba de l'Université de Caen. Aujourd'hui, nous vous proposons un défi d'optimisation algorithmique. On cherche le minimum d'étapes nécessaires pour trier une pile de crêpes. Cap au Sénégal, dans les studios de Téléécole, où nous retrouvons notre présentateur, Monsieur Diak. Merci beaucoup Kumba de l'Université de Caen. Bonsoir chers téléspectateurs de la chaîne Téléécole. Bonsoir chers élèves et étudiants amoureux des mathématiques. Et bonsoir chers internautes qui nous suivent à partir de l'application Téléécole. Comme nous vous l'avions promis la dernière fois, on vous avait lancé un défi avec les pavages et les dominos. Donc ce soir, nous allons vous corriger le défi sur les dominos et bien sûr vous proposer un autre défi pour la semaine prochaine. Rappelez-vous des questions de la dernière fois. Donc je les représentais ici. On vous avait donné un pavé de grille m fois n au hasard, où m c'est le nombre de colonnes et n le nombre de lignes. Ensuite, on vous a donné deux dominos de taille 1, 2 ou 2, 1. Une ligne, deux colonnes, ou bien deux lignes, une colonne. Et on vous avait demandé la chose suivante. Rappelez-vous des questions. Peut-on paver n'importe quelle grille, quelles que soient les valeurs de n et m? C'est-à-dire, ici vous voyez, j'ai une grille de 1, 2, 3, 4, 5 colonnes, 1, 2, 3, 4 lignes. Donc j'ai une grille de 4 lignes, 5 colonnes. Est-ce que je peux paver ce grille-là, c'est-à-dire remplir complètement ce grille de ces deux dominos? C'était la question. Et d'ailleurs, si m n'est pas égal à 5, par exemple, si m est égal à 2 ou 3 ou 1 ou 7, est-ce que c'est possible de le faire? C'était ça la première question. Donc revenons ici, voilà. Pour la première question, on dit que puisque les dominos sont de taille 1, 2, donc il faut que le nombre de cases soit pair. C'est-à-dire que n ou m soit pair. Je marque une pause là. Ça veut dire quoi un nombre pair? Ça dépend de la classe où vous êtes. Si on était des élèves de l'école primaire, ils allaient juste me dire qu'un nombre pair, c'est un nombre qui termine par 0, 2, 4, 6, 8. C'est vrai. Parce que à l'école primaire, tout ce qu'on connaît, c'est les entiers naturels. Donc, tous ces nombres-là sont des nombres pairs. Ceux du collège vont me dire qu'un nombre pair est un nombre qui est un multiple de 2. Ou bien, un nombre qui est divisible par 2. Oui, c'est vrai. Donc, d'autres vont me dire qu'un nombre pair est un nombre qui s'écrit de la forme 2k avec k en entier. C'est la même chose que être divisible par 2. Parce que être divisible par 2, c'est que si je divise le nombre par 2, le reste de la division euclidienne donne 0. Pourquoi j'ai affirmé que le nombre de cases doit être pair? Parce que si je regarde ce domino, 1 fois 2 ou 2 fois 2, l'essentiel c'est 2 cases. Donc pour remplir ce domino dans cette grille, il faut plusieurs fois le nombre 2. Donc il faut un multiple de 2. Et de là, on sait la chose suivante. Le produit de deux nombres pairs donne toujours un nombre pair. Le produit d'un nombre pair et d'un nombre impair donne toujours un nombre pair. Mais le produit de deux nombres impairs donne un nombre impair. Donc, on peut même le justifier facilement. Tout à l'heure, j'ai dit que un nombre pair est un nombre qui s'écrit de la forme 2k avec k en entier naturel. De la même manière, un nombre impair s'écrit de la forme 2k plus 1 avec k en entier naturel. Pour notre exemple, on peut même généraliser pour dire k dans z quand on est avec les entiers relatifs.
Si j'ai un nombre pair multiplié par un autre nombre impair, ça me donne 4, K1, K2. Donc, ça me donne 2 facteurs de 2K1, K2. Si K1 et K2 sont des entiers, comme 2 est un entier naturel, le produit de 3 entiers est un entier. Donc, ça veut dire ce nombre-là n'est rien d'autre que 2 fois K' avec K' un entier. Donc, ça veut dire quoi? Le produit de deux nombres pairs est pair. Si je prends le produit d'un nombre pair par un nombre impair, K1, K2 plus 1, ça va me donner quoi? 2 fois 2, ça fait 4, K1, K2. 2K fois 1, ça fait 2K1. L'essentiel, c'est de le factoriser par 2. Donc, c'est 2 facteurs de 2K1, K2 plus K1. Donc, c'est 2 fois quelque chose. Il suffit juste de voir est-ce que cette chose-là est un entier. Oui, l'ensemble des entiers naturels, K1 est un entier naturel, K2 est un entier naturel, 2 est un entier naturel. On a vu tout à l'heure que le produit de 3 entiers naturels est un entier naturel. Et la somme de 2 entiers naturels est un entier naturel. Donc, je peux l'appeler K', avec K seconde plutôt, et dans N. Donc, le produit de deux nombres pairs est pair. Le produit de deux nombres impairs aussi est pair. Maintenant, vous pouvez facilement voir que si j'ai maintenant deux nombres impairs, vous allez voir que quand je vais développer, quelque part le 1 là va rencontrer le 1, donc il y aura un plus 1. Et dans ce 1 là, je ne peux pas sortir un 2 et avoir un entier, ce qui fera que ça restera impair. Donc, la définition de dire qu'un nombre pair termine par 0 est insuffisante pour justifier ça. La définition de dire que c'est divisible par 2 seulement sans le caractériser par 2K avec K dans N est insuffisant pour justifier. Mais si on caractérise les nombres pairs comme ça et les nombres pairs comme 2K plus 1, vous voyez qu'on démontre facilement que le produit de deux nombres pairs est pair, le produit d'un nombre pair et d'un nombre impair est pair, et le produit de deux nombres impairs est pair. Ce qui veut dire, pour la première question où on avait demandé, quelles que soient les valeurs de M et N, est-ce qu'on peut toujours cadrer, on peut toujours remplir la grille, on sait bien que ce n'est pas pour toute valeur de M et N. Donc, il faut impérativement que M ou N soient pairs. Si les deux sont pairs, tant mieux. Mais si l'un des nombres est pair, donc on pourra remplir cette grille avec les dominants. Ceci donne une condition nécessaire et on peut vérifier qu'elle est suffisante en proposant une méthode de pavage. Il y a bien sûr plusieurs solutions possibles. Et d'ailleurs, le nombre de telles solutions peut être aussi donné comme un problème intéressant. C'est-à-dire, il y a combien de solutions possibles pour paver une grille avec des dominants? Voilà, l'exemple est donc, j'ai dit, si l'un des nombres est pair, comme le domino est formé de deux carrés, je ne regarde que le côté pair et je pose les deux carrés. Parce que le côté pair va toujours marcher pour les dominos. Parce que c'est un 2, les multiples de 2 vont marcher. Donc, vous voyez ici, le côté pair, c'est là. Ce sont les lignes. Donc, je vais mettre un domino ici, 1. Et dans ce côté-là, il n'y aura pas de problème. Donc, je vais remplir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dominos. Donc, c'est possible de le faire comme ça. Quelqu'un d'autre pouvait faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dominos. Donc, si le nombre de carrés de cette grille est pair, donc le domino va remplir la grille. Bien évidemment, si c'est les colonnes qui sont paires aussi, le principe reste le même. Maintenant, venons-en à la deuxième question, qui rend la vie beaucoup plus compliquée. On dit, si on retire maintenant une case n'importe où sur la grille, si on retire une case, peut-on toujours paver une grille NM et quelles sont les conditions sur N et M et la position de cette case retirée? C'était ça la deuxième question. Ici, on voit que la première chose à voir est qu'il faut qu'il y ait un nombre impair de cases au départ. Parce que j'ai vu tout à l'heure que si le nombre de carrés de la grille est pair, je peux remplir avec le domino. Donc, pour pouvoir enlever un carré et avoir un nombre pair, il faut au préalable qu'il y ait un nombre impair. Parce que tout nombre impair moins 1 donne un nombre pair. Bien sûr. Donc, c'est pourquoi
il faut qu'il y ait au départ un nombre impair de carrés dans notre grille. Et j'ai dit tout à l'heure, pour avoir un nombre impair à la fin, c'est parce qu'il faut avoir deux entiers impairs au début. Donc, il faut que n et m soient impairs tous les deux. Donc, c'est la première condition. Ensuite, cela dépend aussi de quelle case on enlève. Donc, on va faire un exemple. Ici, il avait dit de prendre 3, 3, 3, 5, 5, 5. On va faire. Ici, on a un exemple de... Je vais l'augmenter. Ou bien, je vais diminuer. Je vais prendre cet exemple. Parce que ici, vous voyez, le nombre de lignes est pair. Le nombre de colonnes est impair. Alors que moi, j'ai dit qu'il me faut un nombre de lignes impair et un nombre de colonnes impair. J'ai 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça qu'il appelle le 3, 5. Donc, 3 lignes, 5 colonnes. Maintenant, si je retire par exemple cette cage, est-ce que je peux remplir avec les dominos? Bon, voyons voir. Je peux mettre un domino ici, un ici. Allez, je vais le faire comme ça. Je peux aussi faire un ici, un là et un là. Voilà. Donc, si j'enlève cette cage, je peux remplir. Voyons voir si je n'enlève pas celui-là. Donc, tout ça, ce sont juste des conjectures. Hein? Mais on va peut-être voir tout à l'heure comment justifier le tout. Si par contre, j'enlève cette cage. Bon, je peux mettre un domino là, je peux mettre un là, je peux mettre un là, je peux mettre un ici, je peux mettre un ici. Maintenant, le problème reste avec ces 4-là. Parce que si je prends ces deux-là, je ne peux pas prendre ces deux. Si je prends ces deux-là, je ne peux pas prendre ces deux. Si je prends ces deux-là, je ne peux pas prendre ces deux. Donc, vous voyez qu'arrivé ici, j'ai vraiment un problème pour remplir. En fait, je peux même remplir un, mais c'est le dernier qui pose problème. Ce qui veut dire, si j'enlève cette cage, ça marche, mais si j'enlève celle-là, ça ne marche pas. Bon, voyons voir la cage suivante. Donc, cette cage-là, ça marche. Mais celle-là, ça ne marche pas. Par contre, si je prends cette cage, si j'enlève celle-là, bon, je peux mettre un domino ici, un ici, un ici. Ces deux-là marchent. Je peux mettre un domino ici. Je peux mettre un ici, un ici, un ici, et ça marche. Donc, finalement, quand j'enlève la première, ça marche. Le suivant, ça ne marche pas. Le suivant, ça marche. Et bien évidemment, si j'enlève celle-là, ça ne va pas marcher parce que ce rectangle est symétrique. Prendre la deuxième par la droite et prendre la deuxième par la gauche va faire le même effet. Bon, parce que ces deux-là sont symétriques par rapport à... Donc, celui-là va marcher. Celui-là ne va pas marcher. Celui-là va marcher. Celui-là ne va pas marcher. Celui-là va marcher. Non. En fait, etc. Donc, c'est comme ça que les dominos vont former une sorte de damier. Donc, vous allez voir. Ce qui marche et ce qui ne marche pas va former une sorte de damier. Ce que vous voyez ici. Donc, on colorie le plateau comme un damier et on remarque qu'un domino recouvre toujours une case noire et une case blanche. C'est-à-dire, le principe c'est quoi? Comme j'ai un domino, en fait, je peux le faire comme ça. C'est-à-dire mettre deux couleurs différentes. Un carré blanc et un carré noir. Ce qui veut dire, si je colorie comme un damier, le nombre de carrés en couleur et le nombre de carrés blancs doivent être les mêmes pour que je puisse remplir le tout. Vous voyez qu'ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carrés blancs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en vert. Ce qui veut dire qu'il y a un problème. L'un c'est 8, l'autre c'est 7, alors qu'un domino c'est le couple de noir et blanc. Il me faut forcément enlever une case blanche pour que ça marche. Parce que si j'enlève une case blanche, il me restera 7 et 7 et je pourrai impérativement remplir par les dominos. C'est pourquoi, vous voyez, si j'enlève cette case blanche, ça marche. Mais si j'enlève cette case verte, il y aura un problème parce que j'aurai 6 et 8. Donc, je ne peux pas remplir par les dominos. Donc, c'est ça le principe. Il faut toujours enlever une case blanche. Maintenant, après, il faut tout de même vérifier que si on enlève une case de la bonne couleur, cela marche, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et on trouve des algorithmes de pavage. Maintenant, il existe plusieurs, il en existe plusieurs ces algorithmes de pavage. Certains qui marchent
dans certains cas et d'autres qui marchent tout le temps. Une solution est de découper le damier privé d'un trou par des rectangles d'air impairs pour se ramener au cas précédent. Vous voyez que j'ai mis un exemple 3, 5, mais si on avait un exemple, par exemple 19, 27, ça serait beaucoup plus subtil de voir, je vais prendre cette cage-là, parce que ceux qui sont au milieu, il y aura un problème. Mais vous allez voir s'il en est ainsi, comment on va faire. Voilà. Donc, l'idée générale, c'est ça. Quand j'ai, par exemple, vous voyez ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 est un nombre impair, 13 est un nombre impair, donc le produit va donner un nombre de carrés impair. Ce qui veut dire qu'il faut impérativement enlever une cage. On avait vu au début que pour remplir la grille par des dominos, il faut que le nombre de carrés soit pair. Comme j'ai commencé avec un nombre impair, il faut impérativement enlever une cage pour que ça marche. Maintenant, c'est pourquoi le principe, c'est de créer de petits rectangles avec de nombres de carrés pairs. Vous voyez qu'ici, j'ai 1, 2, 3, 4. Ce n'est pas la peine de compter l'autre, ça sera pair parce que j'ai un nombre pair. Donc ici, je peux remplir avec des dominos. Ici aussi, je peux le faire parce que j'ai 1, 2, 3, 4. Il y a une qui est égale à 4 lignes ou colonnes. Donc, on a vu que le produit d'un nombre pair et d'un nombre impair est pair. Donc, celui-là aussi va marcher. Pareil pour celui-là. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, celui-là ne marche pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 est pair. Celui-là va marcher. 1, 2, 3, 4. Celui-là aussi va marcher. Donc, vous voyez, c'est cette cage noire-là qui me permet de créer 4 rectangles avec longueur ou largeur paire qui me permet maintenant de remplir ce domino tout en enlevant cette cage en noir. Donc, c'était ça la figure 2. Maintenant, pour aller plus loin, cette activité permet d'insister sur la notion de conditions nécessaires et de conditions suffisantes. Donc, en mathématiques, souvent, on peut avoir une condition nécessaire mais qui n'est pas suffisante. Donc, il fallait voir, est-ce que le découpage est nécessaire mais est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce que le découpage seulement permet d'avoir un remplissage complet des dominos tout avec n'importe quelle grille? On va voir dans la suite. On peut d'ailleurs illustrer cela encore plus en parlant du problème de pavage d'une grille 7 x 7. 7 x 7, 49. Les deux nombres sont impairs, donc on aura un nombre de cages impair. D'une case. Et dans cette situation, on a une analogue au coloriage en damier avec 3 couleurs, de façon que chaque trimino, maintenant au lieu de domino, on complique la vie. Si on avait maintenant un trimino, domino 2, tri, 3 cages. C'est-à-dire, si je veux remplir les 3 sur une grille, comment je vais faire? Avec 3 couleurs, je fais le même principe que tout à l'heure, mais j'ajoute une couleur. Recouvre forcément une case de chaque couleur. Allez-y. Voilà, ça me donne, en fait, pas forcément un damier cette fois-ci. Mais vous voyez, je fais bleu, jaune, vert, je continue le principe. Bleu, jaune, vert, vert, bleu, jaune, etc. Et je remplis. Voilà un trimino et la grille 7 x 7. Maintenant, le coloriage montre alors qu'il faut enlever une case, comme je l'avais dit tout à l'heure. Parce qu'on a 16 jaunes, 16 vertes et 17 bleus. Donc, impérativement, il faut enlever une case bleue pour que ça marche, comme je l'ai vu tout à l'heure. Cependant, toutes les cases bleues ne fonctionnent pas. Pour voir cela, on peut utiliser les symétries. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand ça marche pour quelqu'un, ça devait marcher pour sa symétrie. Mais on verra qu'il y a une cage bleue si on fait une rotation. Retourne dans la figure. Donc, vous voyez que si on fait une rotation de cette cage bleue, on peut tomber sur cette cage verte. Alors qu'une cage verte ne peut pas marcher, ce qui veut dire, attention, on vient de se rendre compte que toutes les cages bleues ne marchent pas. Donc, en utilisant la symétrie, on trouve alors que les seules cases qui peuvent marcher sont les 4 coins. Sont les 4 coins et la case centrale. Donc, on peut alors vérifier qu'il existe bien un pavage de la grille par des triminaux en enlevant l'une de ces 5 cases. Mais si vous prenez une autre case bleue, ça ne va pas marcher. Et c'est ça qui m'a poussé à vous dire de faire attention sur une condition nécessaire et suffisante. Donc, ce dernier problème montre que le coloriage ne fournit toujours pas une condition suffisante. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui veut dire, si je le fais, je peux trouver. Mais le faire ne me donne pas tout le temps toute la solution. Donc, il faut faire attention. Et vous voyez, quand on l'a fait avec
une grille 3-5, ça marche. Mais quand on a pris 7-7, on a vu des cages bleues qui ne marchent pas. Donc la condition n'était pas suffisante. Mais elle était seulement nécessaire. Plus généralement, ces problèmes s'inscrivent dans l'étude des polyminos. Un polymino est une réunion connexe de carrés unitaires. Donc domino, trimino, quadrimino, polymino, etc. Donc, les questions de cette activité s'intéressent aux possibilités de pavage d'un grand polymino par un qui est plus petit. Donc, ceci donne un bel exemple de problème simple à énoncer avec des objets concrets et faciles à manipuler qui sont d'une complexité redoutable et qui peuvent demander des dizaines d'années, voire des siècles avant d'avoir une solution. Un autre exemple bien connu est le grand théorème de Fermat. Le grand théorème de Fermat, c'est quoi? Étant donné un entier naturel supérieur ou égal à 3, montrer qu'il n'existe aucun triplet d'entier x, y, z tel que x à la puissance n plus y à la puissance n égale z à la puissance n. On voit ici que si n égale 2, c'est avec x, y, z des nombres réels ou bien des entiers positifs, c'est le fameux théorème de Pythagore. Si A, B et C sont les trois côtés d'un triangle, si le triangle est rectangle, alors le côté A carré plus B carré égale C carré pourvu que l'angle droit est formé par ces deux côtés. Donc, si n égale 2, il n'y a aucun problème, c'est le théorème de Pythagore. Si n égale 1, n'en parlons pas. 1 plus 1 égale 2. Donc, j'ai trouvé un entier 1, 1 et 2, tel que 1 à la puissance 1 plus 1 à la puissance 1 égale 2 à la puissance 1. Donc, si n égale 1, c'est facile. Mais, Fermat avait dit qu'il n'existe pas un entier supérieur égal à 3 tel que x à la puissance n plus y à la puissance n égale z à la puissance n. Un problème très simple que tout le monde peut comprendre. Ce problème est resté presque 350 ans sans trouver de solution. Donc, c'est l'Américain Andrew Wiles qui a pu démontrer ça 350 ans après. Et avant d'être démontré, très peu de mathématiciens sont capables même de comprendre l'intégralité de la preuve d'Andrew Wiles. Il y a encore la conjecture de Goldbach que je peux donner comme exemple, qui est très simple. Tout le monde peut comprendre, même un élève de primaire peut comprendre ça. Donc, ça fait partie des problèmes qui n'ont pas encore été résolus. Donc, tout nombre pair supérieur ou égal à 2 peut s'écrire comme somme de deux nombres premiers. Okay. Donc, c'est très simple. Même un élève de l'école primaire peut comprendre. Regardez, 4, c'est 2 plus 2 qui sont des nombres premiers. 6, c'est 3 plus 3 qui sont deux nombres premiers. 8, c'est 3 et 5 qui sont des nombres premiers. 10, c'est 5 plus 5 qui sont des nombres premiers. 12, c'est 5 plus 7 qui sont des nombres premiers. 14, c'est 7 plus 7 qui sont des nombres premiers. 16, je vais prendre quoi? Je peux prendre 5 et 11. Voilà, on peut vérifier jusqu'à se fatiguer tout nombre pair. On peut voir que ça s'écrit. Ça peut s'écrire comme somme de deux nombres premiers, mais jusqu'à présent, il n'y a aucune preuve de ça. Et mieux encore, je pense que l'Institut mathématique de Clay a mis sur la table $1 million pour la personne qui peut trouver ça. Je pense que ce problème date de plusieurs siècles jusqu'à présent. Aucun mathématicien n'est capable de démontrer cette chose tellement simple, telle qu'un élève de primaire même peut le comprendre. Mais il n'y a aucune preuve. Donc c'est toujours comme ça en mathématiques. Il y a des problèmes très simples. Mais attention, ça c'est une conjecture. Je rappelle que souvent les élèves font la confusion entre une justification et une conjecture. Ça, on a fait seulement une conjecture. On voit que ça marche, mais on n'a pas de preuve. La preuve ne devait pas se baser seulement sur remplacer et calculer. Il faut vraiment une théorie et vraiment justifier que ça marche pour tout le monde. Le malheur des nombres premiers, c'est quoi? C'est leur apparition qu'on ne peut pas maîtriser. Vous voyez, le seul nombre premier pair, c'est 2. Ensuite, le suivant est premier. Le suivant 4 n'est pas premier, son suivant est premier, 5. Le suivant n'est pas premier, son suivant est premier, 7. Il saute le 8, il saute le 9, il saute le 10, 11 devient premier. 12 n'est pas premier, 13 est premier. Il saute 14, 15, 16, 17 est premier, etc. Donc, avec le crible d'Ératosthène, nous tous en 5e, on nous a appris même à trouver les nombres premiers qui sont compris entre 1 et 100. Facilement, un élève de 5e peut trouver des nombres premiers. Donc, comme je vous l'avais dit, en mathématiques, c'est toujours comme ça. De petits problèmes qu'un élève de primaire même peut comprendre, peut subsister pendant des centaines et des centaines d'années, sans pour autant qu'il y ait quelqu'un pour le justifier. En supposant qu'on est tous mathématiciens de nature, l'essentiel c'est de réveiller cette culture mathématique
et vraiment de réfléchir à partir de petits problèmes. Je rappelle que Andrew Wiles, qui a démontré le théorème de Fermat, et d'ailleurs c'était la médaille Fields en 2016, c'est-à-dire le plus grand mathématicien au monde, il a dit que c'est quand il avait 11 ans, il avait accompagné son père à la bibliothèque. Son père cherchait des livres et il a vu dans un bout de papier là où on a écrit le théorème de Fermat. Il l'a ramassé, un jeune garçon de 11 ans. Il a lu, il a dit à son père c'est quoi? Il lui dit que ça tu ne peux pas le faire, personne ne comprend, personne ne peut le justifier. Et là il a commencé à réfléchir sur ça jusqu'à ce qu'il le démontre, bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure. Même sa preuve jusqu'à présent, de très très grands mathématiciens ne parviennent pas à le comprendre. Donc l'essentiel c'est d'y croire. Et ce qu'un garçon de 11 ans peut comprendre normalement, n'importe qui d'entre nous est capable de le comprendre. Donc sur ce, je vais m'en arrêter là pour ce problème des dominos et des pavages. Vous pouvez aller sur Internet, faire des recherches, multiplier vos recherches, rendre le problème beaucoup plus compliqué pour développer bien évidemment votre culture scientifique. Bonjour, moi c'est Émilie et je m'intéresse à la modélisation 3D. Et pour ça, j'utilise à la fois des mathématiques et de l'informatique. Bonjour, je suis Émilie, je suis statisticienne et j'ai hâte de vous parler de Gauss. Bonjour, je m'appelle Rémi et je suis topologue algébriste. J'étudie les objets comme s'ils étaient en caoutchouc, très élastiques. Bonjour, je suis Kumba de l'Université de Caen. Aujourd'hui, nous vous proposons un défi d'optimisation algorithmique. On cherche le minimum d'étapes nécessaires pour trier une pile de crêpes. Chaque dimanche, on corrige un défi, on vous lance un autre, on vous laisse réfléchir pendant une semaine et on vous donne la solution. Donc, cette fois-ci, surtout pour les gourmands, on va parler de crêpes. Donc, ce défi, c'est le crêpier psychorigide. En fait, psychorigide, c'est des gens qui veulent toujours mettre en l'ordre tout ce qui les entoure. Donc, c'est un nouveau problème. Bon, c'est vrai que culturellement, au Sénégal, on ne connaît pas trop les crêpes, mais imaginez-vous des pizzas. Voilà, c'est simple. Ce n'est pas la même chose, mais imaginez-vous des pizzas. Donc, voilà ce qui se passe. À la fin de sa journée, un crêpier, c'est-à-dire, entendez par là un boulanger ou bien un cuisinier, dispose d'une pile de 5 crêpes désordonnées. Le crêpier étant un peu psychorigide, c'est-à-dire il veut tout le temps mettre dans l'ordre ce qui l'entoure, il décide de trier sa pile de crêpes de la plus grande en bas à la plus petite en haut. Comme j'ai essayé de représenter des crêpes par ces magnifiques objets d'art. Voilà, vous voyez que voilà la plus grande, ensuite la suivante, ensuite la suivante, ensuite la suivante, jusqu'à la plus petite. Voilà ce qu'il veut, le crêpier. Il veut mettre comme ça ses crêpes. Mais malheureusement, les crêpes, de la manière dont il les a cuits, se sont rangées dans ce désordre. Il veut les ranger comme ça. S'il avait assez d'espace, il n'y aurait pas de problème. Il dépile tout le monde et il prend le plus grand, ensuite le plus grand, ensuite, etc. jusqu'à la fin. Mais malheureusement, sa cuisine est trop petite. Donc, il n'a pas assez d'espace. Il ne peut pas dépiler toutes les crêpes et les éparpiller et les réorganiser. Tout ce qu'il peut faire, c'est glisser sa spatule entre deux crêpes et tourner le tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tout ce qu'il peut faire, c'est prendre quelque part et tourner. C'est la seule manipulation qu'il peut faire. Donc, je rappelle qu'au début, les crêpes étaient désordonnées. Je vais même essayer de tricher ce qu'il avait fait. Donc, vous voyez que la plus petite était en 3e position. Ensuite, comme ça, je pense. Non, celui-là est plus grand. Donc voilà, il l'avait dans cette position-là. Voilà. Ensuite, voilà. Voilà comment il a les crêpes. Vous voyez que c'est désordonné.
il veut maintenant ordonner jusqu'à ce que ça soit du plus grand au plus petit. Et la seule manipulation qu'il peut faire, c'est prendre quelque part. Il peut prendre n'importe où. Hein. Bon, c'est vrai qu'il ne va pas prendre en haut, mais il peut même s'il prend ici, il le tourne, il n'a rien fait pour le moment. Mais il peut prendre n'importe où et tourner. C'est la seule manipulation qu'il peut faire. Comme ça. Maintenant, on vous demande comment il va faire pour arranger tout dans l'ordre, tout en n'agissant que comme ça. Donc voilà, c'est ça la question, c'est le défi de cette semaine. Voilà, j'ai déjà dit ça. Comment doit-il procéder pour trier toute la pile? Ça, c'est la première question. Donc je reviens ici. Donc, ainsi, je dis, comment doit-il procéder pour trier toute la pile de crêpes? Ça, c'est la première question. Ensuite, deuxième question. Donc, vous voyez que j'avais commencé avec 5 crêpes. Si vous parvenez à le faire, je rappelle que pour ce défi, à la maison, faites comme moi. Prenez des bouts de carton, découpez-les en 5 tailles différentes. Essayez de les mélanger comme le crépier et essayez de voir comment vous allez tourner jusqu'à ce que ça marche. La première question, c'est seulement ça. Mieux vaut essayer de pratiquer cela que d'essayer de la faire théoriquement. Ça, c'est la première chose. La deuxième question, c'est la même situation se passe tous les jours. Et proposez maintenant une méthode générale. Après avoir fait ça, dites-moi, est-ce qu'il existe une manière générale de procéder qui marche toujours? Parce qu'au début, normalement, on tâtonne. Mais vous allez me dire, est-ce qu'on peut fermer les yeux et dire au crépier, fais ceci, ça marche tous les jours? Ça, c'est la deuxième question. C'est-à-dire, même si on a 30 crêpes ou 1000 crêpes, ça va marcher. Maintenant, combien d'étapes faut-il aussi pour trier les crêpes? C'est-à-dire, combien de fois je dois tourner? Parce que bien sûr, celui qui le fait en 20 fois est mieux que celui qui le fait avec 200 retournements. Donc, en combien d'étapes il faut minimum pour organiser, pour trier les crêpes? Maintenant, pour aller plus loin, je peux vous compliquer la vie en vous demandant d'imaginer maintenant que les crêpes, il y en a une face qui est grillée et une face qui n'est pas grillée. Ce qui veut dire, si vous faites comme ça maintenant, ce n'est pas le même principe, ce n'est pas la même manipulation. Parce que si la face grillée est là, si vous le prenez et vous tournez, la face grillée est retournée. Donc, pour aller plus loin, en fait, si vous parvenez à répondre aux 2 questions, maintenant vous allez attaquer cette 3e question. C'est-à-dire, on imagine que chaque crêpe a une face brûlée. Le crépier veut alors trier ses crêpes en ayant la face brûlée sur le dessous. Maintenant, proposer une méthode générale pour l'aider. Donc, voilà le défi de ce jour. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bien sûr, pour la correction ou bien une proposition de correction de ce défi. Et aussi, vous lancez encore d'autres défis et vous poussez, bien sûr, à faire de la recherche à la maison. Donc, sur ce, comme je le dis souvent, je remercie l'ensemble des techniciens de la chaîne Télé-École, l'ensemble des membres d'Animat, surtout nos camarades de Grenoble et de Caen qui nous préparent ces fiches. Je remercie tout le monde et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour encore d'autres défis et une autre émission sur Télé-École.